Les années 1980 ont été une décennie de fantaisie illimitée. Une époque où les entreprises croyaient qu'avec suffisamment de technologie, de marketing et de courage, l'avenir pouvait simplement être inventé. De nouveaux appareils promettaient une vie meilleure, des produits révolutionnaires devaient changer les habitudes, et des idées apparemment géniales sonnaient comme la prochaine grande percée. Mais tout ce qui semblait futuriste ne fonctionnait pas toujours dans la réalité. Certains de ces produits étaient en avance sur leur temps, d'autres étaient simplement mal conçus. Et certains ont échoué non pas à cause de la technologie, mais à cause des gens eux-mêmes, de leurs émotions, de leurs attentes et de leurs habitudes profondément ancrées. Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 des produits innovants les plus célèbres des années 1980, qui, malgré de grandes promesses, ont échoué de manière spectaculaire. Des produits qui servent aujourd'hui de rappel et nous rappellent que le progrès ne consiste pas seulement en des idées, mais aussi en une compréhension du marché. Et nous commençons par l'un des échecs les plus célèbres de l'histoire de la consommation, une décision qui a changé à jamais le monde des boissons. 1. New Coke, 1985. Lorsque Coca-Cola a lancé le New Coke en avril 1985, l'entreprise était convaincue d'avoir remporté une victoire historique. Des années de tests de goût dans plusieurs villes avaient montré que la nouvelle recette, plus sucrée, surpassait à la fois le Coca-Cola classique et le Pepsi. Du point de vue de l'étude de marché, tout semblait parfaitement préparé. Pour la direction, New Coke n'était pas simplement une nouvelle boisson, mais un coup stratégique contre le plus grand rival et un symbole de progrès dans un marché de plus en plus concurrentiel. Pourtant, ce qui semblait convaincant sur le papier a rencontré dans la réalité quelque chose qu'aucune étude ne pouvait vraiment mesurer: l'attachement émotionnel. Pour des millions de personnes, Coca-Cola était plus qu'un simple goût. Elle représentait l'enfance, les souvenirs, la tradition et l'identité. Lorsque New Coke a envahi les rayons, une tempête d'indignation a éclaté. Les clients ont inondé la hotline de l'entreprise, écrit des lettres de colère et boycotté le produit. En Europe notamment, l'affaire est rapidement devenue le symbole de la dangerosité de modifier une marque iconique contre la volonté des consommateurs. Seulement 77 jours après son lancement, Coca-Cola a dû capituler et a ramené la recette originale sous le nom de Coca-Cola classique. New Coke a disparu aussi vite qu'il était apparu. Cet échec a démontré de manière impressionnante que même des données parfaites sont sans valeur si elles ignorent la réalité émotionnelle des gens. New Coke est encore considéré aujourd'hui comme l'un des échecs de produits les plus connus de tous les temps et comme une leçon que l'innovation sans compréhension de la marque et de son histoire peut conduire au désastre. 2. Sony Betamax. Lorsque Sony a lancé le Betamax au milieu des années 1970 et au début des années 1980, le système était considéré comme techniquement supérieur. La qualité d'image était plus nette, le son plus clair que chez la concurrence. D'un point de vue ingénierie, Betamax a presque tout fait correctement. De nombreux experts étaient convaincus que ce format dominerait le marché de la vidéo domestique, surtout en Europe, où la qualité est souvent préférée au prix. Pourtant, deux erreurs stratégiques ont scellé le destin de Betamax. Premièrement, Sony a gardé le contrôle du format et a refusé de généreuses licences, ce qui a entraîné la production d'appareils Betamax par un nombre limité de fabricants. Deuxièmement, les premières cassettes ne pouvaient enregistrer qu'environ 1 heure, ce qui était insuffisant pour la plupart des longs métrages. Simultanément, JVC, avec le VHS, a misé sur des durées d'enregistrement plus longues, des prix plus bas et un modèle de licence ouvert. L'offre a augmenté plus rapidement, est devenue moins chère et plus adaptée à l'usage quotidien. Les consommateurs n'ont pas choisi le meilleur produit, mais le plus pratique. En quelques années, Betamax a perdu une part de marché massive et a finalement disparu complètement. Aujourd'hui, il est considéré comme un exemple classique du fait que la supériorité technologique seule ne garantit pas le succès. Betamax ne subsiste que comme le symbole d'un produit parfait qui a mal évalué le marché. 3. Sinclair C5. En 1985, Sir Clive Sinclair a présenté le Sinclair C5 comme une solution révolutionnaire pour le trafic urbain. Ce petit tricycle à propulsion électrique devait rendre les trajets courts en ville propres, silencieux et économiques.
Son design futuriste a suscité une énorme attention en Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, et a éveillé de grandes attentes concernant la mobilité du futur. Mais au quotidien, il est vite apparu que l'idée se heurtait à la réalité. Le C5 était extrêmement bas et facilement négligé dans la circulation routière, ce qui a soulevé d'importantes préoccupations en matière de sécurité. La vitesse maximale était faible, la protection contre les intempéries pratiquement inexistante, et en côte, le conducteur devait pédaler lui-même. Plus grave encore était la confusion des acheteurs. Le C5 était-il un substitut de voiture ou simplement un jouet technologique? Les chiffres de vente se sont rapidement effondrés et la production a été arrêtée après moins d'un an. Aujourd'hui, le Sinclair C5 est considéré comme un objet culte et un symbole de l'optimisme technologique des années 1980. Au moment de son lancement, cependant, il était une preuve claire qu'une vision audacieuse ne suffit pas si elle ne correspond pas aux besoins réels des gens. 4. Atari 5200. Lorsqu'Atari a lancé l'Atari 5200 en 1982, elle était censée prolonger l'énorme succès de l'Atari 2600 et inaugurer une nouvelle génération de consoles de salon. Sur le papier, tout semblait convaincant. De meilleurs graphismes, plus de puissance et un design moderne. De nombreux joueurs attendaient un grand pas en avant, surtout en Europe, où Atari était déjà une marque forte. Mais la réalité a vite déçu. Les nouvelles manettes étaient réputées pour leur mauvaise finition. Le joystick analogique réagissait de manière imprécise, tombait souvent en panne et rendait de nombreux jeux presque injouables. De plus, la console n'était pas rétrocompatible avec l'énorme bibliothèque de jeux de l'Atari 2600, à moins d'acheter un adaptateur séparé. Pour de nombreux acheteurs, c'était un détour incompréhensible et coûteux. Alors qu'Atari tentait de résoudre les problèmes, la NES de Nintendo avait déjà conquis le marché. Malgré ses capacités techniques, l'Atari 5200 a rapidement perdu de son importance et a disparu. Aujourd'hui, elle est considérée comme un exemple classique de la façon dont un mauvais design et de mauvaises décisions peuvent faire échouer un produit prometteur. 5. Apple Lisa. Lorsqu'Apple a présenté le Lisa en janvier 1983, l'ordinateur ressemblait à un aperçu de l'avenir. Il fut l'un des premiers ordinateurs personnels dotés d'une interface utilisateur graphique, de fenêtres, d'icônes et d'une commande à la souris. Pour de nombreux passionnés de technologie en Europe, Lisa était une promesse fascinante. Les ordinateurs devaient enfin devenir intuitifs et compréhensibles pour les gens, et pas seulement pour les experts. Pourtant, ce progrès avait un prix. Avec environ 9 995 $ US, l'Apple Lisa était extrêmement cher et donc inabordable pour la plupart des entreprises et des utilisateurs privés. Malgré des rapports positifs sur le design innovant, la demande est restée faible. Les performances ne correspondaient pas aux attentes élevées et des alternatives moins chères semblaient souvent plus pratiques au quotidien. Après seulement 2 ans, Apple a arrêté la production. Le Lisa a rapidement disparu du marché, mais il a laissé un héritage important. Ses idées ont perduré dans le Macintosh et ont durablement marqué le monde informatique moderne. L'Apple Lisa montre que même des innovations révolutionnaires peuvent échouer si elles arrivent sur le marché trop tôt et au mauvais prix. 6. Kodak Disc. Caméra. Au début des années 1980, Kodak voulait réinventer la photographie. Avec la disque caméra, l'entreprise a présenté un appareil photo compact et moderne, spécialement conçu pour les utilisateurs occasionnels. Le design futuriste semblait simple, pratique et parfait pour le marché de masse, y compris en Europe, où Kodak était synonyme de qualité et de fiabilité. Pourtant, derrière cette apparence élégante se cachait un problème crucial. Les négatifs de film utilisés étaient extrêmement petits, ce qui produisait des photos granuleuses, floues et manquant de détails. Les clients devaient y payer un prix plus élevé, mais obtenaient en retour des images visiblement de moins bonne qualité que celles des appareils photo 35 mm classiques. Les laboratoires photo rencontraient également des difficultés avec ce format inhabituel. Malgré une publicité intense, la confiance des acheteurs a rapidement diminué. La disque caméra a disparu discrètement du marché et est devenue le symbole du fait qu'un bon design ne peut pas compenser de mauvaises performances. L'expérience de Kodak a démontré de manière impressionnante que la simplification ne fonctionne que si la qualité n'est pas sacrifiée. 7. Laserdisc.
Lorsque le laserdisc a été introduit à la fin des années 1970 et au début des années 1980, le format promettait une expérience home cinéma de très haut niveau. La qualité d'image et de son était nettement supérieure à celle du VHS, et les grands disques ressemblant à des vinyles semblaient futuristes et de haute qualité. En Europe, le laserdisc a longtemps été considéré comme un symbole de perfection technique. Pourtant, le quotidien parlait une autre langue. Les lecteurs étaient en chair, les disques grands et peu maniables. Et contrairement au VHS, il n'était pas possible d'enregistrer des émissions de télévision. Souvent, les films devaient même être retournés ou changés en plein milieu. Pour la plupart des foyers, c'était compliqué et peu pratique. Bien que le laserdisc ait survécu auprès des cinéphiles et sur des marchés de niche, il n'a jamais atteint le grand public. Au final, il est resté un exemple du fait qu'une meilleure qualité ne suffit pas si le confort, le prix et le timing ne sont pas au rendez-vous. 8. McDonald's, McDLT. Dans les années 1980, McDonald's a présenté le McDLT comme une innovation intelligemment conçue dans le domaine de la restauration rapide. Le burger était servi dans un emballage en polystyrène divisé en deux. D'un côté, la viande restait chaude, de l'autre, la salade et les tomates restaient froides. L'idée était simple. Le chaud devait rester chaud et le frais devait rester frais. La publicité a rapidement fait connaître le McDLT, y compris en Europe. Mais ce qui semblait convaincant en théorie ne fonctionnait que partiellement en pratique. De nombreux clients ont trouvé compliqué de devoir assembler leur propre burger. De plus, la conscience environnementale a grandi dans les années 1980, surtout en Europe, et l'emballage encombrant en polystyrène a été de plus en plus critiqué. Les chiffres de vente ont diminué et McDonald's a finalement retiré le McDLT de son assortiment. Aujourd'hui, on s'en souvient surtout pour son jingle publicitaire mémorable. Le McDLT montre que même de grandes marques avec des produits simples peuvent échouer si une idée rend le quotidien des clients plus compliqué au lieu de le simplifier. 9. Pepsi. À la fin des années 1980, Pepsi a tenté d'établir un comportement de consommation de boissons entièrement nouveau. Pepsi AM a été commercialisé en 1989 comme un cola pour le matin, conçu comme une alternative pour les personnes n'aimant pas le café. Avec un peu plus de caféine et la promesse d'un début de journée riche en énergie, la boisson devait créer une nouvelle habitude de consommation, y compris en dehors des États-Unis. Mais l'idée a rencontré de l'incompréhension. Pour de nombreux consommateurs, surtout en Europe, boire du cola au petit déjeuner semblait tout simplement inapproprié. Le goût ne différait guère de celui du Pepsi normal, et l'avantage par rapport au café n'était pas clair. Au lieu de la curiosité, une méfiance s'est installée et le produit est resté dans les rayons. Après seulement peu de temps, Pepsi AM a disparu du marché. Cet échec a clairement montré que le marketing seul ne peut pas générer de demande si le produit ne correspond pas aux habitudes existantes. Pepsi AM est encore considéré aujourd'hui comme un exemple classique de la difficulté de créer artificiellement un nouveau besoin. 10. Power Glove. Lorsque le Power Glove est apparu en 1989 pour le Nintendo Entertainment System, il semblait être un aperçu de l'avenir du jeu vidéo. L'idée de contrôler les jeux par des mouvements de la main semblait révolutionnaire et s'inscrivait parfaitement dans l'optimisme technologique des années 1980. Dans les publicités et les films, le Power Glove était présenté comme un accessoire de haute technologie qui allait changer à jamais la façon de jouer, y compris pour de nombreux jeunes joueurs en Europe. Mais en pratique, l'appareil a déçu. Le contrôle était imprécis, la configuration compliquée et très peu de jeux prenaient réellement en charge le gant. La frustration a rapidement remplacé l'enthousiasme initial et le Power Glove a souvent fini inutilisé dans un tiroir. En tant que véritable accessoire de jeu, il ne fonctionnait guère. Malgré son échec commercial, le Power Glove n'a jamais complètement disparu de la mémoire collective. Il est devenu un objet culte et un symbole de la foi excessive dans l'avenir des années 1980. Le Power Glove montre qu'une vision forte ne suffit pas si la technologie n'est pas encore à la hauteur des attentes. Les produits que nous avons vus aujourd'hui n'étaient pas des idées stupides. Au contraire, beaucoup d'entre eux sont nés d'un véritable esprit d'innovation, du désir de changer le monde et de repenser le quotidien. Mais les années 1980 ont montré de manière impressionnante que le progrès ne se compose pas uniquement de technologie.
Il nécessite du timing, de la compréhension humaine et le courage d'écouter le marché. Qu'il s'agisse de New Coke, de Betamax ou du Power Glove, tous ces échecs nous rappellent que même les plus grandes marques peuvent échouer lorsque la vision et la réalité divergent. C'est précisément pourquoi ces produits sont encore si fascinants aujourd'hui. Ils racontent des histoires de courage, d'erreurs de parcours et de leçons qui ont marqué des industries entières. Si ce voyage à travers les plus grandes innovations ratées des années 1980 vous a plu, restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne, car à l'avenir, nous jetterons également un œil sur des idées oubliées, de grandes erreurs et les histoires passionnantes qui les sous-tendent. Parfois, on apprend plus de l'échec que du succès.